Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Smart for Change, chaque jour à 17h si vous nous suivez en direct, à la télévision, via vos box, émission que vous retrouvez chaque soir dans la foulée, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la Chine qui est repartie pour un tour de stimulus. Est-ce que cette fois le stimulus délivré par les autorités chinoises permettra de stabiliser l'économie chinoise et les marchés chinois? C'est tout l'enjeu des mesures qui ont été annoncées ce matin, qui semblent être un peu plus importantes que ce qu'on a pu voir dans les packages de relance précédents, avec un objectif, selon le gouverneur de la Banque centrale chinoise, soutenir une croissance stable pour l'économie chinoise, tout en promouvant un rebond modéré des prix. La notion de modération est peut-être importante dans le monde actuel. En tout cas, on a vu des réactions de marché très fortes sur ces annonces, à commencer par les indices actions en Chine qui rebondissent de 4% et plus. Vous aurez le détail justement de ces réactions de marché dans un instant avec Pauline Gratel. Et puis l'effet positif s'est propagé évidemment à nos marchés actions en Europe. On le voit à travers des secteurs comme le luxe à Paris aujourd'hui qui rebondit de manière significative. Le secteur des ressources de base également fait partie des meilleurs secteurs aujourd'hui en Europe, dans le sillage des annonces chinoises. Aux États-Unis, les marchés actions ont continué de battre des records ces dernières heures, avec un S&P 500 qui a franchi désormais le niveau des 5700 points. Intéressant de voir la composition, la structure de cette séquence haussière sur le marché américain, avec une hausse qui semble se diffuser et aller au-delà du seul thème de l'IA et de Nvidia, pour dire les choses. Alors évidemment, Nvidia reste le principal contributeur, le contributeur dominant de la performance à la performance du S&P 500 depuis le début de l'année, mais en termes de performance pure, on voit que d'autres valeurs du S&P 500 progressent davantage que Nvidia depuis le début de l'année. Il faut quand même le faire. Nvidia gagne autour de 130% depuis le 1er janvier, mais on voit un titre comme Vistra qui progresse de 180%. Que fait Vistra? Vistra est un producteur d'énergie, d'électricité et notamment d'électricité décarbonée, car l'IA, les data centers vont avoir un besoin énormissime évidemment d'énergie et si possible d'énergie propre. On a vu donc le titre Vistra, mais on parlait ces derniers jours également de Constellation Energy, coté sur le marché américain, qui vient de signer un partenariat historique avec Microsoft pour lui fournir de l'énergie décarbonée en réactivant et en relançant le site nucléaire de 3 Mile Island aux États-Unis. Voilà donc pour les sujets et les enjeux du moment sur les marchés. Nous en discutons avec nos invités dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous accueillerons le PDG d'ABC Arbitrage pour évoquer les résultats d'ABC Arbitrage qui opèrent sur les marchés. Si vous ne le savez pas, ABC Arbitrage est un spécialiste des stratégies quantitatives d'arbitrage sur les marchés. Nous parlerons donc de la société Arbitrage, mais aussi de l'environnement de marché dans lequel opère ABC Arbitrage, avec Dominique Séolin qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La Chine à l'honneur donc, avec un nouveau tour de stimulus et de nouvelles mesures de soutien annoncées ce matin. Oui, à l'occasion d'une réunion exceptionnelle en présence du gouverneur de la Banque centrale, 2 nouvelles mesures ont été annoncées. L'idée, c'est de stimuler l'économie qui ralentit. L'institution a notamment annoncé une réduction de son taux d'intérêt de référence de 1,7 à 1,5%, ainsi qu'une baisse du ratio de réserve obligatoire des banques. Des mesures plus ciblées pour soutenir les marchés actions ont également été annoncées. Et à ce titre, la réaction des marchés actions a été au rendez-vous. Oui, donc en Asie, les principaux indices ont signé de très fortes hausse, comme le CSI 300 qui clôture en hausse de 4,3%, sa plus forte progression depuis juillet 2020. Le Hang Seng clôture également à la hausse de 4%. Je le disais en titre, effectivement, cette tendance positive s'est diffusée jusqu'en Europe cet après-midi. Les bourses européennes évoluent elles aussi à la hausse aujourd'hui. En France, le CAC 40 prend plus de 1,7% au cours de la séance, tiré évidemment par les valeurs du luxe qui profitent pleinement des annonces de Pékin. Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH sont les 4 valeurs en tête à Paris et les titres sont en hausse de plus de 3% à plus de 5% au cours de la séance. Le secteur des ressources de base en profite aussi largement aujourd'hui. Ainsi, ArcelorMittal signe aussi l'une des meilleures performances du jour. Et puis sur le marché obligataire, on y reviendra avec nos invités. Tout le monde regarde évidemment le spread entre la France et l'Allemagne, la mesure du coût du risque, de la prime de risque entre la France et l'Allemagne. Et si on regarde un petit peu derrière, intéressant de noter qu'aujourd'hui, le marché n'a
n'applique plus de prime de risque à l'Espagne par rapport à la France, et c'est une première depuis longtemps. Oui, donc c'est l'occasion rêvée de faire le point aujourd'hui sur où en est la France par rapport à nos voisins d'Europe. Vous l'avez dit Grégoire, l'écart est nul entre l'Espagne et la France sur le rendement à 10 ans, autour donc de 2,95%. L'Allemagne et le Portugal font mieux que la France. Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans évolue autour de 2,15%. Enfin, la Grèce et l'Italie restent derrière avec un taux au-delà de 3,50% pour l'Italie. Dans l'actualité des entreprises, Legrand a dévoilé aujourd'hui ses objectifs 2030. Et le marché a réservé un accueil plutôt frileux à ses objectifs. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires entre 12 et 15 milliards d'euros en 2030. La croissance annuelle moyenne est anticipée de 6 à 10%. Hors effet de change, le titre perdait 2% au cours de la séance. Aux États-Unis, Boeing essaye de trouver un compromis avec ses salariés en grève. Oui, donc les salariés sont en grève depuis plus de 10 jours. Boeing propose ainsi une offre finale d'augmentation de 30% sur 4 ans. L'offre n'est pas très bien accueillie. En plus de cela, selon Ryanair, son principal client, la production serait perturbée pendant 2 à 3 semaines après la fin de la grève. Le titre ouvre en repli à Wall Street. Quel est le programme qui attend les investisseurs demain sur les marchés, Pauline ? Demain, les investisseurs prendront connaissance des ventes de logements neufs aux États-Unis pour le mois d'août et des résultats de Micron après la clôture. Pauline Gratel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thierry Gill est à nos côtés, le président de Raymond James France. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Hervé Gouletker, nous accompagne également. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Vous êtes senior economic advisor d'Accuracy et Thomas Vey est également en notre compagnie. Bonsoir Thomas. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le responsable fixed income chez Spirit Asset Management. La Chine qui repart donc pour un tour de stimulus, Hervé, avec ses propos, l'objectif tel qu'il est signalé par le gouverneur de la Banque centrale chinoise. Il s'agit de soutenir une croissance stable pour l'économie chinoise et de promouvoir un rebond modéré des prix. Oui, ça tient plus de l'accompagnement conjoncturel que du stimulus, quoi. On voit bien les chiffres du mois d'août avaient été décevants, côté production, côté consommation et investissement. Ben voilà, on met un peu de stimulus. Alors, quand on parle de politique monétaire en Chine, il faut bien comprendre, il faut moins regarder le prix que le volume. Donc, les taux d'intérêt que les possibilités d'injection de crédit. Donc là, il y a une petite baisse des taux directeurs. Enfin, on est sur quelques, 50 ou 70 centimes sur plusieurs années. Donc, en fait, ça va très lentement. La baisse des réserves obligatoires, ça fait plus de sens, surtout qu'en même temps, c'est accompagné de l'idée que les banques commerciales pourraient voir leur capital augmenter. L'État participerait d'augmentation de capital. Donc on voit bien qu'on pourrait mettre plus d'argent sur la table. Donc, ça, c'est de l'accompagnement. N'empêche qu'il faut voir la toile de fond derrière. La toile de fond, c'est de la politique et de la politique économique, hein, c'est tout bête. Du côté de la politique, on reste avec une gestion très centralisée et avec comme moteur le secteur public. Il ne faut pas oublier cela, c'est pas très market-friendly pour dire les choses. Et si on entre dans la politique économique, en fait, l'enjeu est plus dans la politique structurelle que dans la politique conjoncturelle. Et la politique structurelle, eh bien, elle rencontre vite des obstacles. La politique structurelle, c'est plus l'offre que la demande. Et du côté de la demande, c'est plus l'investissement que la consommation. Donc quand on voit le luxe français qui remonte suite à l'information du jour sur la Chine, c'est un contresens, c'est un faux sens, c'est un contresens de marché. C'est un contresens, à mon avis. Et en fait, revenons sur la politique structurelle. On va venir buter sur une chose, c'est qu'il y a des excédents de capacité partout. Derrière ces excédents de capacité, il y a des problèmes de bilan, non pas partout, mais dans de nombreux endroits. Et en fait, l'image qu'on doit avoir, ou la question qu'on doit se poser, est-ce que la récession de bilan du Japon de l'au-delà des années 80, est-ce que c'est un schéma qu'on doit utiliser pour la Chine aujourd'hui ? Moi, j'aurais envie de dire qu'on est un peu dans ce sens-là. Donc en fait, oui, il y a un accompagnement conjoncturel sur une croissance faible,
dans un environnement où il y a sans doute une politique structurelle qui connaît ses limites, dans un cadre plus général de politique chinoise, qui est quand même quelque chose qui est un peu orthogonal avec notre vision des choses. J'entends, ce n'est pas un game changer sur l'histoire structurelle de la Chine devant nous, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle, au moins sur le plan conjoncturel ? Pas que pour la Chine. Est-ce que c'est aussi une bonne nouvelle pour le reste de la planète sur le plan conjoncturel d'avoir ce soutien? Alors, est-ce que ça peut libérer peut-être jusqu'à 150 milliards de liquidités? C'est les estimations qui sont faites aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour le reste du monde aussi? Alors, si on veut attirer le chaland sur les actions chinoises, peut-être, mais il me semble tout de même qu'on a été déçus, très déçus, oui, par le parcours des indices, au moins chinois, depuis un certain nombre d'années maintenant. Je ne suis pas sûr que là, ça soit un élément de changement. Quant à l'idée qu'on va avoir autour de 5% de croissance, un petit 5% de croissance, je crois que c'était le pari qui était fait par tout le monde. Donc en fait, bon, il y a eu ces chiffres d'août, il y a la réaction de la politique monétaire chinoise. Bon, c'est quand même pas une très grosse surprise. Donc, à mon avis, on va dire évidemment, il y a les Américains qui baissent leurs taux, il y a les Européens qui baissent leurs taux, les Chinois participent du mouvement et ça donne une idée de reflation. C'est une petite musique qu'on aime bien sur le marché, mais à mon avis, la contribution de la Chine à cette partition sera quand même modeste. La Chine ne redevient pas un risque inflationniste aujourd'hui pour le monde et l'économie mondiale? Non, on est en train de lutter contre la déflation en Chine. Oui, d'accord. Thomas, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vrai que la Banque centrale chinoise est très attentive aussi au mouvement sur les taux chinois. Le 10 ans chinois est à 2% quand même. Enfin, je veux dire, pour donner quand même la perspective du rendement qu'on a sur de la dette chinoise aujourd'hui, quoi. 2%, c'est faible, hein. Mais avec une courbe qui est un peu plus normale que les courbes en zone occidentale. Le 2 ans est à 1,30, donc on a 70 points de base. Il y a une pente, quoi. On a une pente, on a une courbe, donc il peut avoir un peu d'attrait quand même. C'est pas le signe d'une économie qui est très booming. C'est une signe, comme l'a dit Hervé, c'est une économie qui est en déflation, du moins en désinflation. Donc il n'y a pas un grand intérêt sur la zone, hein, surtout avec le risque de change qu'on prend quand on investit sur ce type de papier. Donc bon, pour nous, je suis assez d'accord, hein. C'est une réaction de marché qui est, enfin une réaction de la politique, la politique monétaire chinoise, qui est là, mais qui n'est pas un gros game changer pour le marché des taux mondial. Est-ce que la Chine se permet ça aujourd'hui ? Parce qu'il y a ce mouvement aussi de baisse de taux, et sur le dollar notamment, ça vient une semaine après la baisse de la Fed, on aura l'occasion d'en reparler, mais est-ce qu'il y a l'idée d'une séquence qui permet aussi à la Chine de se soulager un peu de ce point de vue-là ? Ça peut expliquer, et ça l'explique sûrement, hein, ce qu'a fait les 50 points de base, on en parlera peut-être bien sûr, mais c'est un lien qu'on peut faire. Hein. C'est le lien qu'on peut faire après la séquence entre la baisse des taux qui nous attend aux États-Unis et en Europe et le pseudo-mouvement en Chine, ça sera incomparable. On peut pas, on ne sera pas sur la même séquence, et déjà on ne part pas du même niveau. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, l'affaire chinoise, et comment ça se retrouve aussi dans des marchés comme le marché américain, qui est votre domaine de spécialité, Thierry, à travers des entreprises américaines? Quand on regarde les résultats des entreprises européennes, tous ceux qui sont exposés à la Chine sont obligés de constater qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles encore aujourd'hui à prendre de ce point de vue-là. Oui, c'est clair. Alors, pour dire un mot sur la baisse des taux américains qu'on a eu la semaine dernière, les fameux 50 BP. On ne parle plus de la Chine. Non, mais c'est-à-dire que l'impact chinois sur le marché américain, il est relativement faible. On connaît la politique des Américains, et là-dessus, il y a un point commun entre Kamala Harris et Trump. C'est faire barrage, et dans leur programme qui est annoncé pour les élections de novembre prochain, c'est un point d'accord. Il n'y a pas de voiture électrique aux États-Unis, chinoises, ou très peu. Donc là-dessus, je dirais que l'impact est relativement minimum. Et l'incidence macro, en tout cas, elle est relativement faible. Non, mais il y a des boîtes américaines qui continuent quand même d'opérer un peu en Chine et d'avoir des clients en Chine. Ça peut arriver encore, quoi. Oui, ça peut arriver. Mais je dirais, ramener à l'échelle même pour les grands acteurs du SPI, c'est relativement marginal. Ouais. Et c'est une bonne nouvelle globale de voir la Chine quand même répondre et réagir à cette
faiblesse. Alors, il y a la partie structurelle, il y a aussi peut-être quand même l'idée que 5% de croissance, ce serait bien à atteindre cette année. Est-ce que oui, un coup de pouce via une baisse des taux. Enfin, j'écoutais à l'instant ce qui était dit. C'est un marché que moi je maîtrise pas sur le marché chinois, mais en tout cas, le coup de pouce est toujours le bienvenu. C'est un phénomène qu'on observe partout, et que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, et ça va dans le bon sens. Après, reste à savoir pourquoi baisse des taux. On sait qu'en Chine, si j'ai bien saisi, la croissance est faible, pour ne pas dire anémique, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Ouais. Encore une fois, on est sur une croissance qui reste relativement soutenue, avec un taux de chômage qui est excessivement bas, et les causes sont pas les mêmes. Bon, alors quelles sont les questions là qui reviennent quelques jours après la baisse de taux de la Fed de 50 points de base dans votre esprit, Thierry? Alors, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Les 50 points de base, oui. Une bonne. Et je pense qu'il n'y avait pas d'alternative pour la Fed, parce qu'on a reproché à Powell il y a à peu plus de 2 ans, lorsqu'il a amorcé le cycle de hausse des taux, d'être un petit peu en retard. Il ne fallait pas se faire prendre 2 fois. Donc très clairement, comme dit notre stratégiste, il y a une course qui a été gagnée par la Fed. Cette course a consisté, sur les 2 ans et demi passés, à monter les taux pour tuer l'inflation, et la bataille est gagnée sans plonger le pays en récession. Il n'y a pas de récession aux États-Unis, probablement il n'y en aura pas. Là, on est maintenant dans le deuxième aspect, c'est faire baisser les taux et éviter que l'économie américaine mette un genou à terre. Quand on regarde les grandes données macro-US, elles sont bonnes. Le taux de chômage américain est à 4,2. Ça fait presque 40 mois consécutifs qu'on a un taux de chômage en dessous de 5%. Il n'y a pas beaucoup de pertes dans l'histoire américaine où ça a été le cas. Croissance de PIB qui est assez soutenue. Donc ça va dans le bon sens. Je pense que la Fed fait le boulot. Et elle est encore dans le bon timing. Elle n'est pas en retard là, de ce point de vue-là, aujourd'hui. Non, je pense que l'idée de faire 50 BP, c'était d'envoyer un signal au marché. Après, elle peut piloter. C'est-à-dire, mais si elle avait fait l'inverse, ça aurait été maladroit. Commencer par 25, oui, c'était prendre un risque. Je pense que c'était le risque de devoir faire 50 BP début novembre, juste après les élections, ou au mois de décembre. Et puis, alors après, les paris sur 2025 me font toujours un peu sourire, parce qu'on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé en termes de croissance ou autre. La Fed, j'ai coutume de dire à mes clients, ça ne sert à rien de faire des paris sur... La Fed fera ce qu'il y a à faire. Elle fera 25 s'il faut, elle fera 50 s'il faut, elle peut le faire entre 2 réunions, pas. Elle fera ce qu'il y a à faire. Et Powell l'a montré. Voilà. Donc quand on parie aujourd'hui sur des taux qui devraient baisser de 200 BP l'année prochaine, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Elle-même, la Fed projette cette idée-là aussi au marché. Thomas, effectivement, comment vous avez compris le message envoyé par Powell, est-ce que ça vous paraît approprié à la situation? Et est-ce que pour les marchés globaux, est-ce que oui, c'est une bonne nouvelle? Je suis d'accord, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle pour les marchés globaux de baisser de 50 points de base, de commencer de baisser de 50 points de base. Après, c'est assez inédit quand même, de baisser de 50 points de base dans une situation économique qui n'est pas une récession. 2001, 2007, c'était des cuts de 50 points de base pour commencer le cycle, mais on était dans une situation économique qui était totalement différente. Là, commencer par 50 points de base avec 2% de croissance, un taux de chômage à 4,2, qui est quand même, ceci dit, en forte remontée. Il est passé de 3,4 à 4,2 en quelques mois. Il faudra quand même suivre la trajectoire avec prudence pour voir le futur. Mais pour le moment, c'est vrai que tous les indicateurs économiques sont au vert. Et donc, la Fed fait un cut préventif plutôt qu'un cut réactif. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans ce sens. Après, ce qui a été important pour nous à surveiller durant ce meeting de la Fed, c'est les dots, bien évidemment. Donc les projections du niveau des taux directeurs qui sont réalisés par tous les membres du FOMC. C'est ça, exactement. Donc les 19 membres, il y en a 12 votants, 19 qui 7 non-votants, 12 votants. Voilà, exactement, c'est ça. Ça tourne des fois dans les votants. C'est ça. Voilà. Donc dans les 19, donc pour le moment, la médiane est encore à 2 baisses cette année, donc 50 points de base, 2 fois 25 peut-être. Mais quand on regarde le split, la divergence entre ces 19 membres, il y en a quand même 9, donc quasiment la moitié, 9 des 19 qui envisagent seulement une baisse ou moins, ou plus de baisse, rester sur les niveaux-là, et 10 qui envisagent 2 ou voire plus. Donc globalement, le comité est assez partagé. Et malgré, et ça c'était aussi intéressant, c'est la première fois depuis 2005 où il y a eu une dissidence sur le vote. Il y a Michel Baumann qui n'a pas voté pour la baisse de 50 points de base. Au sein du board, au sein du comité de direction, du directoire de la Réserve fédérale américaine. Exactement. Et même on m'a dit c'est la première dissidence au quiche depuis 1994. C'est ça, exactement. Mais depuis 2005, tout repris. Ce que je voulais dire à ce niveau-là, c'est 9 sur 19. Ah non, j'étais sur le split, sur la dissidence. Sur la dissidence sur Baumann. Donc
qui est 9 sur 19 qui votent pour seulement encore une baisse ou pas de baisse, je pense que, et on le verra dans les minutes, le débat était plus serré que ce que ça laisse transparaître. Ce que ça laisse transparaître. Donc on verra. Ouais. Donc le 50 n'était, à mon sens, pas certain. Ils ont quand même débattu, à mon avis, pour 50 ou 25. Je pense que c'est la bonne décision, mais ça a été débattu. Bon, et puis quelques jours avant, le marché a dit 50, ce serait bien. Ça pèse aussi, alors, j'imagine, ouais. peut-être dans la prise de décision. À partir du moment où le marché est dans un camp, il faut quand même en tenir compte, j'imagine, quand on délivre une décision de C'est politique sûr, il monétaire. y avait 65%, hein, les probabilités. Oui. 65% du Oui, marché oui. qui était pour Ouais. 50, le reste pour 25. Après, quand on lit les analystes et les économistes, c'était beaucoup plus... Les économistes ils étaient étaient sur réfractaires à 50. Ils étaient même, réfractaires je dois dire. ils étaient réfractaires à 50. Donc la Fed a suivi un petit peu le marché. C'est pas la Fed qui a suivi le marché, mais la Fed c'est couplé au marché. Je cite toujours l'économiste venu nous voir la semaine dernière avant la décision de la Fed et qui nous disait sur ce plateau, parfois dans la vie, il vaut mieux décevoir les économistes que les marchés. La Fed n'a pas déçu les marchés la semaine dernière. Hervé, justement, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? À la fois les 50 points de base de la Fed, dans le contexte économique qu'on connaît aux États-Unis, et de voir la réaction de marché qui s'en est suivie. Moi, je pense qu'il faut d'abord partir de la volatilité des chiffres macroéconomiques, de la volatilité des marchés. Il faut se souvenir que fin juillet, début août, il y avait un émoi sur les marchés en disant « flûte, est-ce qu'on n'est pas en train de basculer vers quelque chose de plus compliqué ?» Donc, en fait, on est dans un environnement compliqué, et comme il est compliqué, les avis ne sont pas très bien ancrés. Ce qu'on croit aujourd'hui ne sera peut-être pas ce que l'on croit demain. Maintenant, pour revenir à la Fed, moi, je crois qu'elle a fait 50 centimes pour deux raisons. La première, la crainte d'être un peu en retard. La BCE avait osé bouger avant elle. Est-ce que c'était un signal comme quoi, voilà, ils avaient tardé un petit peu ? Je crois que il y avait l'idée de se rattraper tout de même dans les 50 centimes. Ça fait partie du non-dit. Et puis, je crois qu'il y avait l'idée que dans le contexte actuel, avec de la volatilité économique, de la volatilité politique, mettre de la volatilité de marché, c'était vraiment pas une bonne idée. Quand on voyait, par exemple, le marché des futurs sur les Fed Funds, donc sur le taux directeur américain, qui était quand même très, très engagé dans une hausse de 50 centimes, prendre le risque de décevoir avec peut-être des effets de contamination à d'autres compartiments du marché, je crois que c'est un risque qu'ils ne voulaient pas prendre. Là, ils ont réduit l'incertitude, vous dites là. Non, je ne dis pas qu'ils ont réduit, ils ne voulaient pas ajouter de l'incertitude à l'incertitude dans un contexte un peu particulier. Donc moi, je pense que, en fait, ce n'est pas une analyse extrêmement puissante qui les a poussés à cela, c'est contextuel. Je ne veux pas me prendre une baffe en étant en retard et je ne veux pas créer de la volatilité trop forte sur le marché. Et j'ai un niveau de restriction monétaire, même par rapport à une économie qui se tient bien, qui peut justifier que je ne prenne pas trop de risques en enlevant 50 points de base d'un coup. La restriction monétaire, dans l'absolu, on a envie de le dire, mais quand on voit une croissance qui est à 2%, ce qui doit être au-delà du potentiel, quand on voit un taux de chômage qui est quand même relativement bas, même s'il monte, donc il faut faire attention. Donc en fait, c'est restrictif, mais globalement, ça n'empêche pas de fonctionner. Donc il baisse. Il se donne comme objectif d'aller vers 3, qui doit être le taux neutre à peu près du moment. Le marché partage à peu près l'idée. Il y a 200 points de base à venir. Maintenant, c'est 150 à venir d'ici à la fin de l'année prochaine. Tout ce petit monde est d'accord. Moi, je veux simplement dire que, vous avez raison, Thierry, il va se passer plein de choses devant. Et que donc, ces anticipations valent pour prendre des positions aujourd'hui. Est-ce qu'il faut avoir des vues stratégiques en fonction de ce scénario ? On aura plein de temps pour le revoir et il sera revu. Oui, bien sûr, mais ça fait partie du job. Voilà, exactement. Et travailler sur des scénarios. Thierry. Si je peux me permettre, pour rebondir, on va faire un petit recul en arrière. Souvenez-vous, décembre dernier, on pariait sur 6 baisses de taux en 2024. Moi, je me souviens être allé à la conférence de notre société, de Raymond James, au mois de mars à Orlando, on en avait parlé, et j'étais bluffé par la certitude des marges des sociétés américaines. Je suis rentré en me disant, il n'y aura pas autant de baisses de taux, voire on peut ne pas en avoir. Et c'est un consensus qui a fait son chemin jusqu'au printemps dernier, avril-mai.
au mois de juillet, on a eu ce mauvais chiffre sur l'emploi, l'ISM, ouais. L'ISM, voilà, Ouais. et c'était revu, on n'a pas d'être. Donc, on a eu -6, il y en aura plus, -2. Vous voyez, donc c'est compliqué. Je veux dire, la situation est complexe. Oui, bien sûr, non, mais la lecture du cycle, la lecture des données est compliquée. Il faut la naviguer dedans. Les effets d'inertie, de relance, de stimulus, etc. ont quand même brouillé la lecture de ces dernières années. Oui, Thomas. Ouais, et l'intégralité de la courbe réagit. C'est ça qui est intéressant. C'est pas que la partie courte et les Fed Funds, les futurs sur Fed Funds qui réagissent. Le 10 ans réagit fort sur. Si on prend le même. Alors, il réagit dans quel sens le 10 ans? Il monte. Le taux à 10 ans monte. Non, je parlais sur ce cycle, décembre d'accord. jusqu'à maintenant. Ok. Jusqu'à Oui, maintenant, bien sûr. Les taux à 10 ans ont aussi beaucoup bougé, Ouais. alors qu'ils auraient pu envisager une vue un peu plus long terme et une pente, une courbe qui se reproduit. je comprends. Mais ça n'a pas été le cas. Hein. Ils ont baissé fort. Après, ça remontait un peu. Et là, sur le 50 points de base, ça remonte. Ouais. Et c'est assez logique. C'est assez logique et ça prouve que Powell a été quand même bon parce que le risque aussi de baisser de 50 points de base, il fallait bien expliquer le 50 points de base pour enlever de la volatilité C'est sur un les bon marchés. signal qu'on ait quand même cette épontification, y compris sur la partie longue. Bien sûr, ça veut dire que le marché achète le soft landing. Si le marché achetait le fait que Powell cut de 50 parce qu'il y a un cadavre dans le placard, les taux longs baisseraient. Piquerait du nez. Ouais. Sur la partie action, qu'est-ce que ça change? Enfin, qu'est-ce qui a changé cet été sur le marché action américain? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Et la perspective d'avoir quand même un cycle de baisse de taux. On verra jusqu'où ces baisses de taux nous emmènent, mais il y a quand même quelque chose d'un peu global qui se met en place. Qu'est-ce que ça change dans l'investissement action pour vous aujourd'hui, Thierry? Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé. On a eu des marchés, si on refait encore une fois un petit retour en arrière, qui étaient assez directionnels. Je ne dirais pas que c'était simple, mais je dirais 2023 et début 2024. 2023, c'est les Magnific 7. Voilà, c'est un marché très concentré. 2024, c'est un marché moins Magnific 7 que beaucoup plus la partie semi-conducteur, Nvidia en tête. Et en fait, il y a eu une bascule qui s'est vraiment opérée à partir des résultats du Q2 qu'on a eu juillet et qui ont entraîné beaucoup de volatilité. Le précédent record du SPI 500, c'était globalement mi-juillet dernier. On a eu toute cette volatilité qui était exacerbée pendant les mois d'été avec une rotation sectorielle qui était globalement la bienvenue. D'abord, ça permet de trouver des opportunités parce qu'on finit par manquer d'idées. Bien sûr. Les mêmes idées. Là, quand il n'y en a plus qu'une, oui. Ça devient compliqué et Nvidia, au pire, à un moment donné, a lâché plus de 30%, donc il fallait trouver des alternatives. Le marché s'est reconstruit un petit peu depuis la fin août, début septembre. On a remis un peu de risque en revenant un petit peu sur la tech. Mais globalement, quand vous regardez un indice qui est l'indice Standard & Poor's 500 Equal Weight, qui permet de décorréler le marché de la capi des valeurs, il est très bien. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous avez presque 80, c'est 77% en date de la semaine dernière, pourcentage de titres du SPI 500 qui sont au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours. Ça veut dire que la rotation, elle est là. Le seul peut-être bémol qu'on peut mettre à court terme, ça sur ce qui a marché cet été, c'était essentiellement deux choses. D'abord, une approche value et puis une approche un peu défensive. Ça peut paraître un petit peu pas antinomique, mais presque. Et en fait, on se rend compte qu'à court terme, il y a 4 secteurs qui ont un peu flambé. C'est l'immobilier, on a eu la santé, on a eu les staples et les services aux collectivités. Voilà, absolument. Ouais, ça, si j'étais... je pense qu'il faut que ça marque le pas. D'accord. L'étape suivante, elle est à écrire. Je pense qu'il faut remettre un peu de risque. Je pense que la baisse des taux est venue le montrer. Sur le marché américain, vous l'avez souligné en préambule, on a cassé la zone des précédents records, les 5620, on a plus de 5007. Et selon nos analystes, on verra si on a raison dans quelques semaines, l'objectif suivant, c'est à peu près 5950. Il y a encore 3 à 4% à aller chercher sur une fin d'année. 6000, quoi. Globalement. Oui. On est dans le fine-tuning, on fait comme la Fed. Non, mais peut-être qu'on aura de la volatilité. C'est l'idée d'un... Enfin, parce que je lis partout, tiens, c'est nouveau cycle haussier. Bon, déjà, je ne sais pas quand est-ce que le cycle haussier s'est arrêté, parce que ça fait que monter depuis mars 2020. Enfin, grosso modo, il y a eu des hauts et des bas, mais je veux dire... Et il y a l'idée d'un nouveau cycle, ou quelque chose d'une nouvelle séquence de marché avec peut-être des gagnants différents. Oui, peut-être avec des gagnants différents. Les Américains emploient le terme de barbell approach. Ça veut dire dedans, il faut un peu tout. Donc en gros, on va garder une partie de la tech. Le thème de l'IA est là pour durer. Alors peut-être qu'on ne va pas jouer 10 acteurs, mais auprès de nos clients, on leur suggère de réduire, en quelque sorte, faire des choix, sans s'interdire d'aller chercher alors sur d'autres aspects de la cote, d'une part, et peut-être qu'on sera amené à en parler, aussi sur peut-être un univers
clair qu'on regarde, et on l'a souvent évoqué ensemble ces derniers mois, je pensais que c'était prématuré. Je pense qu'on se rapproche du moment donné où il va falloir y aller, c'est l'univers des small caps sur le marché américain, parce qu'il faut 2 ingrédients à nos yeux, c'est la baisse des taux, on l'a, et l'autre aspect, c'est un retour de la profitabilité. Ça, c'est un peu plus long. Les boîtes de small cap, comme partout dans le monde, sont plus leveragées, plus endettées, voilà. Mais il faut qu'il y ait ce point d'inflexion, et ça, on ne l'a pas encore totalement. Ah bon? On peut l'avoir, oui. Alors, ceux qui sont allés sur les small caps US, en tout cas, oui, en début de trimestre, ils sont contents sur le trimestre, là. Voilà. Alors, ils sont contents. La question, c'est est-ce que c'est un phénomène de quelques mois? Souvenez-vous, l'année dernière, lorsqu'on a évoqué, je reviens encore une fois un petit peu en arrière, en décembre dernier, et qu'on avait le scénario de 6 baisses de taux, parce que les données macro étaient faibles, on a eu pendant 2-3 mois une surperf des boîtes de small cap. Et ça a fait long feu parce que les 6 premiers mois de l'année, c'était terminé. Donc là, il ne faut pas se tromper. Moi, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que je vais repartir dans un cycle, que je m'en souviens très bien, c'est 2001-2007, où pendant 6 ans, ce qui a payé à l'époque, après le crack du Nasdaq, c'était l'univers value, l'univers small cap. Ouais. Et c'est ça que, en fait, parce que les cycles peuvent être... Le vrai grand mouvement possible, s'il doit y en avoir un, c'est plus celui-là que vous cherchez à chasser aujourd'hui, en tout cas à identifier aujourd'hui. Oui. D'accord. Sur le plan de l'investissement obligataire, qu'est-ce que ça change? Enfin, l'idée de ce cycle de baisse de taux, qu'est-ce que ça implique pour les stratégies obligataires aujourd'hui, Thomas? Il y a beaucoup qui est déjà dans le marché. Ça, c'est la grande problématique. Ça va vite, hein. Le marché va très vite. Il a été beaucoup plus vite que la Fed, comme d'habitude. La Fed commence à combler le retard, mais au niveau des projections Fed Funds, elle a même un peu de retard. On a dit qu'il s'était plus ou moins calé, mais le marché en anticipe une de plus de baisse de taux cette année, deux de baisse de plus l'année prochaine. Après, ce qui m'intéresse quand on regarde les marchés obligataires, je ne parle pas du crédit, je reste juste sur les taux, c'est les courbes, les pentes. Et effectivement, les pentes restent toujours plates, ça se repentifie, c'est normal. La Fed est en train d'enclencher son cycle de baisse. Mais actuellement, on est à 20 points de base entre le 10 ans, les taux à 10 ans et le taux à 2 ans. Ce qui m'intéresse le plus, parce que c'est souvent celui-là qui est cité, c'est regarder le taux à 10 ans et le taux à 3 mois. 3 mois. Voilà. Là, c'est négatif encore. Et là, on est encore négatif de 130 points de base. 130 points de base. La moyenne, vous savez, là, combien entre le 10 ans et le 30 ans? La moyenne historique depuis 70, elle est à 100 points de base. Donc on a 230 points de base à faire avant de revenir à la moyenne. 230 points de base avec un taux de 10 ans à 3,80, ça vous fait ramener les taux directeurs. Oui, bien sûr, oui. C'est le 10 ans est déjà très, très bas, le 10 ans est déjà assez cher si on est dans le scénario si on n'est pas en récession. Si on n'est pas en récession. Si on est dans le scénario du soft landing. Très clair. Voilà. Très clair. Donc c'est pas sur les parties longues. Non, on a beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui. On est prudent sur les parties longues. Le 2-5 ans reste le sweet spot, je pense, actuellement aux US, aussi en Europe, parce que ce que je viens de dire aux US, c'est complètement vrai et encore plus vrai. En Europe, si on prend l'Allemagne comme référent, les courbes seraient encore plus inversées. On n'a même pas cette pente de 20 points de base encore aujourd'hui. Non. Et puis aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est parce que ce qu'on pourrait dire aussi, c'est si on part en récession, les parties longues de courbe peuvent jouer leur rôle de refuge, de sécurité, flight to quality, de valeur refuge. Ça jouera, mais ça ne va pas le jouer très longtemps. Pourquoi? Parce que on voit aussi que les tendances des courbes, quand il y a ces récessions, donc 82, 2000, 2007, toutes les dernières grosses récessions, les courbes se repentifient, mais beaucoup plus violemment que la moyenne. Le 10 ans, 3 mois, c'est 350 points de base. C'est-à-dire au moment de la récession, d'ailleurs, qu'on voit ce mouvement de repentification très violent. Donc, quand je dis 10 ans US, 3 mois, 350 points de base sur les mouvements violents. On est à 3,70 sur le 10 ans US. Ça voudrait dire que les taux US reviennent à zéro. Voilà. Donc, il n'y a plus grand-chose à jouer sur ces parties de courbes-là. Avec des déficits à 6%. Ah bah ça j'en parle même pas. Non, mais voilà, j'en parle même pas. Marché obligataire, le factorise, j'imagine, un minimum. Bien évidemment. Ça, là, je parle. Comment est-ce qu'on relancerait l'économie en récession avec 6% de déficit? Hervé, je veux bien qu'on bascule côté européen parce que je veux qu'on parle de la France, ou en tout cas du positionnement de la France et du statut de l'OAT, même pour dire les choses précisément, par rapport au père allemand d'un côté, certes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre partie du peloton. C'est-à-dire de voir que la France, déjà, a un coût de financement à 10 ans qui est plus élevé que le Portugal et qui est équivalent, aujourd'hui où on se parle, à celui de l'Espagne. Oui. Vous avez trois éléments à prendre en compte. Vous avez à prendre en compte l'état des finances publiques, vous avez à prendre en compte la dynamique de la croissance, et vous avez à prendre en compte la stabilité politique. Si on fait une comparaison toute bête entre la France et ses pairs, alors les anciens, les nouveaux, je ne sais pas très bien,
Ce qui est sûr, c'est qu'en matière de finances publiques, on est en retard. Qu'on prenne le déficit primaire, hors la charge d'intérêt, qu'on prenne le déficit après correction du cycle, donc ce qu'on appelle le solde structurel primaire, alors pour se débarrasser aussi de la charge d'intérêt, on est plus mauvais que les autres. Le solde structurel primaire, il doit être entre 3 et 4 points de produit intérieur, là où les petits camarades sont autour de 1. Ouais. Donc en fait, on est plus mal, donc que l'on nous sanctionne de ce côté-là, parce qu'on a tardé à s'y mettre, c'est un peu normal. Après, du côté de la croissance économique, bon, c'est pas terrible chez nous. Dans un environnement européen qui est pas terrible, alors l'Espagne donne l'impression de s'en sortir. On revoit à la hausse la croissance espagnole. 2,7% attendu pour l'Espagne cette année. Et le marché est très sensible à cela. Hein. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Oh. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est la qualité de cette croissance. La qualité de la croissance espagnole a jamais été très bonne, même si sur le fond, au niveau manufacturier, il y a une lente amélioration. Mais on a eu l'immobilier par le passé et on sait comment ça a fini. Aujourd'hui, il y a un vrai engouement pour le tourisme. On doit avoir du surtourisme en Espagne, vraisemblablement. Ça pousse la croissance à la hausse. Ça, c'est du côté de la demande. N'oublions pas que du côté de l'offre, la migration vers l'Espagne, c'est aussi du travail. Malgré un taux de chômage extrêmement élevé, ça participe tout de même à une dynamique côté de l'offre. Est-ce qu'on doit parier sur le tourisme d'une part, sur les flux de migration de l'autre ? Donc, l'Espagne s'en sort bien aujourd'hui, et j'aurais envie de dire que de ce côté-là, peut-être qu'on extrapole de trop. C'est-à-dire qu'il y a un côté facial à regarder les chiffres. Derrière, c'est peut-être moins bon. Et puis, du côté de la politique, et ça, c'est vraiment le côté nouveau au détriment de la France, c'est que la France était considérée comme politiquement stable, les fameuses institutions de la Ve République, et là, brusquement, ça devient instable, au point tel que, je ne dis pas qu'on est en train de trouver que la politique espagnole est stable, elle est instable maintenant depuis 4 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus, mais voilà. Donc, en France, on pâtit un peu de tout ça. Alors, d'un côté, c'est normal. De l'autre côté, ça doit être une invite à faire des réformes, c'est-à-dire à remettre de l'ordre dans nos comptes publics. On ne sait pas très bien comment on va faire, mais il va falloir le faire. Et puis du côté de l'économie aussi, quoi. Il y a sans doute des choses à faire. Donc c'est un début de sanction. Il faut que ça soit écouté par tout le monde, parce que ce n'est qu'un début, continuons-le. Enfin, voilà, quoi. J'entends. Il y a un petit truc comme ça derrière, et donc il faut être attentif. Les marchés peuvent être injustes parfois, mais là, il y a quand même une part de vrai. Oui, puis je trouve qu'ils sont certes très vigilants, mais qui sont relativement sage aussi vis-à-vis de la France. On pourrait être à 100 points de base sans difficulté. Oui, c'est ça. Et dans l'environnement actuel, sans que rien n'ait changé dans le paysage politique français ou autre. Moment à la Truss ou pas tous les marchés obligataires oui, non, personne n'espère, je pense. Et dans les chancelleries, j'espère que la leçon a été bien retenue de ce point de vue-là. Mais c'est l'exemple qui revient 2 ans après, régulièrement, pour évoquer des pays européens comme la France, mais pour évoquer aussi la situation américaine avec un risque politique post-5 novembre. Non, clairement, pour la France, c'est assez justifié. 80 points de base, on est sur des niveaux qui sont certes plus hauts que la moyenne, mais qui ne sont pas non plus exceptionnels compte tenu de la situation. Aller toucher les 100, même au-delà de 100 points de base, à très court terme. Quand je dis à très court terme, c'est bien sur un budget, sur un budget qui doit bientôt arriver, on va voir comment il va arriver. C'est fortement possible. Après, la comparaison avec l'Espagne, c'est anecdotique, j'ai envie de dire. C'est un petit peu des vases communicants aussi. Ça sort peut-être un petit peu de la France pour rentrer sur enfin, c'est anecdotique quand on va se retrouver derrière le Portugal, derrière l'Espagne. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est plus statut cœur ou semi-cœur que la France détenait, quoi. Ouais, mais c'est normal que le spread. C'est normal que le spread augmente en prenant en compte les chiffres du pays. Après, sur les États-Unis, on verra bien aussi l'élection présidentielle. Je ne vais pas donner d'avis là-dessus. Ça reste, à mon avis, extrêmement serré et puis c'est très flou pour le moment de voir. Il y a match. Il y a encore quelques semaines, il n'y avait plus match. C'est ça. Non, il y a clairement
il y a clairement un match. Et puis, c'est très difficile à voir les impacts sur le marché, notamment obligataire, avec l'élection. Bon, sans Joe Biden, Donald Trump est orphelin. C'est ce qu'on m'a dit hier. Ah, tiens, c'est amusant, oui. Ah, mais c'est dur pour lui maintenant. Oui, bien sûr, coup, c'est dur. Il y a un que disent rattrapage. les stratèges. On avait notre call de stratégie justement juste avant que je vienne vous voir. Et nous, notre scénario depuis quelques mois, alors d'abord, on est vraiment sur un 50-50 déjà au niveau de l'élection présidentielle. Voilà, là où il y a... Mais c'est ce que je dis, il y a match. Il y a quelques semaines en arrière ou quelques mois, le match n'était pas si évident que ça. Voilà, notre analyse politique Trump et à Biden. Washington donnait un 60-40 Trump, on est sur du 50-50. Après, ça sera probablement pas un sweep, au contraire, ça sera une espèce de cohabitation, avec d'une part, comme vous le savez, le Sénat est réélu par tiers et la Chambre des représentants en intégralité. Notre pari, c'est qu'en fait, comme il y a plus de sièges à renouveler au niveau du Sénat, sur les 34 sièges, il y en a 23 de mémoire. Pour les démocrates ? Pour les démocrates, ils ont plus à perdre. Donc, on devrait basculer sur un Sénat, Chambre haute, républicaine. À l'inverse, il y a des chances que les démocrates conservent pas parce qu'ils ne l'ont pas, gagnent la chambre basse. Voilà. Ça, c'est sur le scénario, on verra. Donc, et ça nous dit quoi ? Ça limite considérablement les marges de manœuvre, les politiques un peu trop disruptives aux yeux des marchés des investisseurs. Ça permet de maintenir le système dans un état prévisible. Oui, je pense que quelque part, ça rassure un peu comme de cohabitation, même dans n'importe quel pays, lorsqu'on sait que le pouvoir est tenu un petit peu par deux forces qui vont devoir presque travailler ensemble, même si en France, ça reste encore à prouver. On apprend. Mais en général, ça peut rassurer, ça évite des dérapages. Et avec Trump, c'est l'évidence même. Voilà, il va encore baisser les impôts. Je veux dire, Trump, ça se traduit par des gonflements de déficit, donc derrière, probablement des hausses de taux. Voilà, c'est très clairement le risque. Kamala Harris, pour l'instant, elle a une lune de miel en août depuis son élection. On est quasiment fin septembre. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, ça tient toujours pour l'instant. Voilà. Et quand on regarde, j'ai regardé un intérêt tout à l'heure, il y a entre 6 et 7 États swing states, très clairement fin juin, et encore plus après la tentative d'assassinat de Trump, ils gagnaient dans les 6 ou 7. Aujourd'hui, on est sur du 3 partout ou 4 à 3. Donc il y a des bascules qui s'opèrent. Avec un budget de campagne démocrate qui n'a plus rien à voir avec ce que Trump peut avoir aujourd'hui. Enfin, là, il y a deux dimensions. Kamala Harris peut dépenser beaucoup plus que Trump dans les États clés oui, elle a récupéré sur le vote féminin, elle a récupéré sur le vote noir, elle a récupéré beaucoup de gens. Et le marché a compris que Kamala Harris, c'était pas forcément positif pour les bénéfices par action des entreprises, par exemple ? Oui, on verra ça plus tard. Alors, l'impact sur les bénéfices, les faire repasser... Parce qu'on a beaucoup parlé des Trump Trades, par exemple. Le Kamala Trade, ça n'a pas effrayé le marché, quoi. Non, ça aura un impact, mais bon, souvenez-vous, quand Trump était élu, c'était en 2016, les Américains avaient le taux d'impôt société le plus élevé de l'OCDE. Ah bon, d'accord, ok. C'est-à-dire que vous aviez le taux fédéral. D'accord, oui. Et j'étais étonné, j'ai lu 2 fois la nouvelle, parce que c'était plus élevé que la France. C'est pas toujours facile de trouver des pays qui font pire que nous. C'était pas le taux effectif payé non plus, mais oui. Il l'a fait baisser à 21. Éventuellement, il veut l'amener à 20 et voire même à 15 pour ceux qui produisent localement. Là où Kamala Harris veut le faire monter à 27. D'abord, il faudra le faire valider. On verra en fonction du vote des chambres. Donc, c'est pas encore fait, mais il y aura probablement un lagging de 9 à 12 mois avant que ce soit mis en place. Et ça aura un impact sur les... Oui, ça sera une moins bonne nouvelle, mais pas de remise en cause de la tendance, parce que c'est un taux facial, mais derrière, il y a beaucoup de capacité à... D'ingénierie. Oui. Fiscale. Oui. D'imagination. Sans limite, oui, non, mais ça, bien sûr. Bon, sur l'enjeu de l'élection américaine, Hervé, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour vous ? On ne s'est pas revu ici depuis le début de l'été, maintenant. Hein. C'était un monde encore différent. Je pense que l'essentiel a été dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un jeu ouvert alors qu'il ne le semblait pas avant que Biden renonce. Bon, il faut quand même faire attention aussi, c'est une élection à 2 tours. Hein. Donc, en fait, en fonction de ce qui va se passer dans ces fameux swing states, on peut avoir une majorité des électeurs et puis une autre majorité au niveau des grands électeurs. Et ça... politiquement, ça peut rappeler des souvenirs pas très très heureux. Non, bien sûr. Donc il faut faire ajouter attention de la crispation à cela. Bon, au niveau de la politique budgétaire, on n'en parle pas du tout. Et j'ai l'impression que, je vais peut-être être provocateur. Sans doute a-t-on raison de ne pas en parler, parce que le monde est tellement incertain aujourd'hui que le côté refuge des actifs américains, singulièrement des titres d'État, est, je crois,
très présent encore. Et donc, ça va sauver une irresponsabilité en matière de gestion des comptes publics, alors que l'on comprend bien chez Trump, mais qui existe aussi chez Harris, en fait, qui a existé chez Biden. Biden lira l'Inflation Act, voilà. Bon, c'est quand même mettre la caisse sur la table. Vous faites des investissements qui vont dans le bon sens, je vous en paye un bon bout. Bon, donc ça a choqué personne parce que c'était pour la bonne cause, mais en matière d'équilibre des finances publiques, c'est quand même moyen. Donc, les Américains jouent un peu avec le feu dans cette histoire en se disant on se fera financer soit par les étrangers, soit par la Fed. Très bien, mais voilà, on paraît presque vertueux par rapport aux Américains. Ça, c'est quand même quelque chose auquel il faut être attentif. Et puis nous, qui sommes à la périphérie des États-Unis, il faut quand même être attentif à ce que sera la politique étrangère, à ce que sera la politique économique étrangère des États-Unis. Il règne tout de même un espèce de parfum plutôt nationaliste, isolationniste, chez tout le monde. Et donc, il faut bien voir quelles conséquences ça aura chez nous, sachant qu'on voit. Et du point de vue de l'Europe, qu'est-ce qui serait mieux, Trump ou Harris alors ? C'est sans doute Harris, parce qu'elle est quand même plus internationaliste, si j'ose dire, que Trump. Elle serait plus bienveillante vis-à-vis de l'Europe et du commerce extérieur, oui ? Je pense qu'elle, dans ce monde compliqué, et je pense qu'au département d'État, on le sait, les Américains sont certes le pays le plus puissant, mais ils ont besoin d'appui. Et alors, chez les démocrates, les Européens, certains pays d'Asie sont des appuis très naturels. Et ça ne sera pas remis en cause, je crois. Après, la qualité de l'écoute de ses alliés à Washington sera moyenne. Mais n'empêche que c'est mieux que celui qui dit je mets la table par terre et on verra ce qui se passe. Ce qui nous oblige quand même à réagir, quoi. Mais c'est un aiguillon qui en Europe, pousse aussi la réaction de l'Europe dans un monde un peu plus quand on voit l'état de la politique différent, quoi. Allemande, quand on voit l'état de la politique française, considérer qu'on va avoir une vraie capacité de réaction, c'est pas évident. Il y aura des initiatives au niveau de la Commission, mais ça ne suffira pas à nous faire bouger. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Gouletker, Senior Economic Advisor d'Accuracy, Thierry Gill, président de Raymond James France, et Thomas Vett, responsable Fixed Income chez Spirit Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des résultats d'ABC Arbitrage. Et à travers la performance opérationnelle d'ABC Arbitrage, la description d'un environnement de marché par le PDG d'ABC Arbitrage à mes côtés, Dominique Séolin. Bonsoir Dominique. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. On se voit 2 fois par mois pour parler bien sûr de vos résultats. Donc ABC Arbitrage, je le rappelle, spécialiste des stratégies quantitatives d'arbitrage, multiclasses d'actifs. Donc vous êtes sur les marchés, donc c'est ça qui m'intéresse doublement, évidemment, Dominique. Donc on parle de vos résultats du premier semestre, important parce que l'environnement de marché a pu évoluer au cours de l'été. Donc là, on est bien sur janvier 30 juin. Qu'est-ce qui a caractérisé l'environnement de marché du premier semestre dans lequel vous opérez et comment est-ce que ça s'est traduit en termes de performance opérationnelle pour vous, Dominique ? Alors, l'environnement de marché, vous savez que je le regarde toujours sous 3 paramètres qui sont très importants pour nous. Donc, c'est un peu répétitif pour ceux qui nous connaissent, mais je pense que c'est quand même important de regarder l'actualité. La volatilité, plus il y a de volatilité, plus il y a une demande de liquidité, plus on peut exercer notre métier d'apporteur de liquidité. Cette volatilité se situe au niveau de 11% à peu près, très en dessous de sa moyenne historique, qui se situe autour de 19-20 pour faire très simple. Donc, on voit qu'on est encore sensiblement en dessous de cette moyenne historique. Ressemble à 2023, néanmoins, 2023 à peu près 13%, là aussi des ordres de grandeur. Volatilité action. Action, tout à fait, pardon. Equity, action uniquement, effectivement. Si on regarde maintenant les volumes traités par les marchés, on est en légère hausse quand même par rapport à 2023, plus 8%, mais on reste autour de moins 10% par rapport à la moyenne 10 ans. Donc on voit que les marchés ont quand même du mal à retrouver cette fameuse liquidité, on parle d'attrition de liquidité. Et puis enfin, sur les opérations sur les émetteurs, fusion-acquisition, augmentation
mouvemtation de capital, etc. On a le M&A qui a redémarré à mi-mars 2024, progressivement, avec une hausse d'à peu près 10% de l'activité M&A, mais ça reste quand même 15% en dessous de sa moyenne historique. Donc là aussi, on peine à retrouver en fait un environnement normalisé. Ouais, on parle de ces paramètres de marché avec vous à chaque fois, Dominique. Ça fait plusieurs années qu'on se parle et que je vous entends décrire des paramètres de marché qui sont souvent peu favorables aux opérations d'ABC arbitrage. Non, mais sur ces 3 critères-là, vous dites volatilité, M&A, fusion, acquisition, volume, on est très en dessous des moyennes historiques qu'on peut observer sur ces paramètres de marché. Quelle est la part de conjoncturel et de structurel oui, c'est que intéressant, vous analysez justement Alors peut-être qu'on peut revenir sur quelques ordres de grandeur quand même pour pas noircir trop le tableau. Donc sur les 5 dernières années, nous avons quand même eu 3 années où on a retrouvé des paramètres, en tout cas sur la partie volatilité et porteur. Donc le 2020, j'allais dire évidemment avec la Covid, 2021, 2022, et puis par contre 2023, 2024, très en dessous de la moyenne historique. D'accord. Si on regarde sur 10 ans, on est à peu près à moitié-moitié, là aussi on pourrait nuancer un petit peu, mais on voit que finalement on n'est pas dans des situations non plus tout le temps défavorables. Pour autant, on peut considérer quand même que l'intervention des banques centrales, très significative post-crise subprime, et en particulier depuis 2015, a quand même changé une partie du paradigme. Et je prends souvent l'image, et je vais la reprendre là aujourd'hui, désolé pour ceux qui la connaissent, mais en fait, les banques centrales ont transformé l'eau en sable. Je m'explique, quand il y a un choc d'une nouvelle, c'est une pierre jetée dans l'eau, et ça crée des ondulations durables. Donc c'est la volatilité qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines après un choc sur les marchés. Et les banques centrales l'ont transformé en sable. Le choc va être extrêmement local, et souvent va durer seulement quelques heures, quelques jours maximum. SVB par exemple, quoi. SVB par exemple, et puis on pourra parler du mois d'août si vous le souhaitez aussi, bien sûr, qui était tout à fait typique de ce genre de situation où finalement les investisseurs s'inquiètent seulement quelques jours. Dans ce contexte et la perspective que vous nous donnez, donc sur 10 ans, vous dites on a eu à peu près 50% de moments favorables, porteurs. On parle d'environnement de marché pour les opérations d'ABC arbitrage, qu'on ne se méprenne pas, et puis 50% de moments moins favorables. Et je vous ai toujours entendu dire aussi, Dominique, depuis le début, il faut qu'ABC arbitrage se désensibilise effectivement de ces facteurs de marché. Vous dites là dans le communiqué, vous dites notre capacité à transcender, non mais j'adore, transcender ces paramètres de marché actuels. Au cas où on resterait dans des paramètres de marché défavorables, forcément le patron il est obligé de se mettre dans cette configuration. C'est quoi le métier qui permet de transcender? J'aimerais bien qu'on en redise un mot aussi. Oui, alors on m'a dit transcender était un mot un peu mystique, mais là, alors notre métier n'est pas du tout mystique. On fait pas de magie noire ou quoi que ce soit. Ça fait plusieurs années qu'on a mis en œuvre une stratégie justement pour transcender ces situations de marché quand même qui se sont plus fréquemment présentées depuis l'intervention des banques centrales. Et puis on peut penser que les mauvaises habitudes ayant la vie dure, les banques centrales continuent à être quand même relativement présentes. On l'a vu en 2023, vous l'avez rappelé avec l'épisode SVB. Donc on a mis en place 2 stratégies parallèles, si je puis dire, l'une et l'autre étant parfois marchant ensemble. D'abord, la diversification des stratégies que nous utilisons, c'est-à-dire être sur le maximum d'actifs possible. Par exemple, ouvrir les cryptos, qui ont parfois leur propre volatilité, c'est intéressant. Ouvrir les commodities. L'obligataire, on n'y est pas encore, mais c'est dommage parce que c'est un sujet, là, il y a eu de la volatilité. Voilà, c'est un sujet intéressant en termes de volatilité, mais bon, à un moment, il faut faire des choix. Et puis, donc, multiplier le nombre de stratégies, finalement, même si ces stratégies sont dépendantes de la volatilité, plus vous additionnez des petits profits, puis à la fin, ça fait quand même un gros profit intéressant. Donc ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est de développer une gestion pour compte de tiers, c'est-à-dire des clients externes, puisque finalement, je l'ai souvent expliqué, quand vous montez 100 euros ou 1000 euros sur le marché, si vous montez 10 000 euros, ça ne coûte pas beaucoup plus cher si le marché offre ces opportunités. Et donc, effectivement, ça, c'est vraiment une stratégie d'ABC arbitrage, stratégie sur laquelle nous avons des déceptions encore en 2024. C'est vous qui le dites, je l'assume, c'est pas à la hauteur des ambitions non. Pour cette partie de gestion pour compte de tiers. Je pense qu'il faut distinguer les faits du travail qui est réalisé. Les faits, c'est que pour l'instant, c'est un échec. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas à montrer une dynamique positive en termes de collecte. Ça, au moins, on pose la réalité sur la table. Clair. Ça n'empêche que les équipes travaillent dur pour progresser. Et en particulier, nous sommes en train, et depuis 2023, nous avons déjà commencé à transformer les produits pour justement avoir des produits mieux adaptés à la demande actuelle, qui est évidemment une demande qui tient compte d'une volatilité qui
qui risque d'être moindre, et puis finalement de risques qui se réalisent de moins en moins. Mais est-ce que c'est lié, la faiblesse du développement de cette activité de gestion pour compte de tiers, est-ce que c'est lié par exemple à la sophistication de vos stratégies? Est-ce qu'il y a quelque chose de cette nature-là? Pas forcément, c'est pas, le frein il n'est pas là. Non, c'est quand même une bonne question ou une bonne remarque, parce qu'effectivement les stratégies quantitatives un peu pointues comme nous pouvons les proposer, ce ne sont pas les stratégies qui viennent collecter la plus grande quantité de capitaux. C'est pas le mass market. Exactement, vous avez tout à fait raison. A contrario, ce sont des stratégies qui sont bien rémunérées pour les particuliers ou j'allais dire fortunés, en tout cas qu'on appelle clients professionnels, ou pour les institutions. Donc quand les performances sont là pour ces institutions, elles sont aussi bien rémunérées pour le gérant. Donc si vous deviez comparer, et je prends quelque chose qui m'est personnel comme ordre de grandeur, mais quand vous avez 1 milliard sous gestion dans notre métier, ça équivaut probablement à 5, 6, 4 milliards en gestion traditionnelle. Classique. Pour avoir un peu des ordres de grandeur. Donc quelque part, l'objectif, c'est de collecter, pas forcément autant que les grands acteurs du mass market, pour reprendre votre expression. Oui, l'équilibre n'est pas le même que sur une boîte de gestion traditionnelle. Exactement, mais quand même de collecter beaucoup plus que ce que nous avons aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui inférieurs à 500 millions d'euros. Clairement, nous devons exister autour du milliard. En dessous de ce milliard, nous aurons du mal à exister en tant que gérant quantitatif. Ouais. Et alors, je reviens sur l'idée un jour d'intégrer l'obligataire dans vos stratégies. Enfin, c'est plus qu'une idée, ça fait partie du plan de marche. Et qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Vous dites qu'il faut qu'on choisisse nos combats, mais c'est différent de faire ce que vous faites sur les actions, par exemple, aujourd'hui. C'est différent de le faire sur de l'obligataire. Oui, alors c'est pas que ça. En fait, l'objectif d'ABC est de synchroniser au mieux ses investissements et ses revenus. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait faire d'autres choix. On pourrait dire on sacrifie le résultat pendant plusieurs années. 20% d'investissement, c'est ça Alors, sur l'IT, on a fait plus 25% d'investissement, plus 25% par rapport au plan stratégique précédent. D'accord. Sur la partie ressources humaines, c'est encore plus significatif que ça. Donc, et tout ça doit se faire avec des revenus qui restent positifs, semestre après semestre. C'est ça, vous les comptez. C'est en tout cas mon mandat. Donc, on pourrait choisir une autre voie, mais c'est la voie que nous avons choisie. Et donc, maintenir une politique de dividendes attractive. Ouais. Et donc, il faut réussir à synchroniser. Donc, à un moment, il y a des choix. Donc, les priorités, ou la priorité n'a pas été donnée au développement de l'obligataire en 2020, pour des raisons, entre autres aussi, de priorité de production. Le Covid nous a quand même... La situation Covid nous a bien occupés, si je puis dire. Et donc, effectivement, ça nous a manqué en 2022-2023. C'est une réalité. Maintenant, ne soyons pas frustrés de nos choix, assumons-les. Et pour l'instant, en tout cas, il n'est pas prévu de développer cette activité en 2025, par exemple. Et donc le 5 août. Et donc le 5 août. Et donc le 5 août, voilà, typique, je reprends mon image de la pierre dans le sable. Ça a duré quelques jours à peine, 2-3 jours à peine. Et donc c'est un peu court pour nous pour changer réellement notre rythme d'activité. Je reprends souvent aussi... L'épisode de volatilité quand même qui est pas anodin, je le rappelle. Alors, la Vol, le VIX, c'était 80 à Lehman et plus, c'est ça au moment de la faillite de Lehman. Je crois, là, on est monté à 60, 65 sur le VIX. Très ponctuellement. Très ponctuellement. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Mais c'était des niveaux qu'on avait atteints pour le Covid précédemment. Pour donner quand même sur une journée la mesure de ce qui s'est passé, quoi. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que, pour reprendre l'exemple de la Covid, c'est quand même une période sur laquelle les gens ont été très marqués par le choc, mais je vous rappelle que le recovery, enfin, le retour à la normale, en tout cas aux États-Unis, ça a été 6 semaines, peut-être 7, je me trompe. Pour le marché, bien sûr. Oui, mais bien sûr. C'est vraiment impressionnant. Là, ça a été 6 heures, quoi. Et donc là, ça a été quelques heures, quelques jours, tout au plus. Et je reprends souvent l'explication de notre métier. Nous, on apporte de la liquidité, donc quand le marché est très calme, c'est l'équivalent du receveur de tennis qui se place au milieu du court de tennis parce que le mec en face sert très faiblement. Et quand le monsieur en question s'agite et sert beaucoup plus fort, les premières balles, on ne les voit pas trop passer pour être tout à fait transparent avec vous. Donc, on doit s'adapter et le plus vite possible, évidemment, mais ça nous demande quand même quelques heures. Ce qui fait que généralement, sur le premier choc, les premières heures du choc, nous ne faisons pas réellement une réelle rentabilité ou une réelle performance. Et ensuite, très rapidement, on vient compenser la situation et faire des belles performances dans cette volatilité. Là, ça a été un peu juste, ce qui fait que j'affirme et je maintiens que ça n'a pas changé le rythme d'activité du groupe réellement au mois d'août, et en tout cas pas pour 2024 dans sa globalité. Intéressant ce que vous disiez, c'est pas tant les chocs
que la maîtrise de l'onde de choc par les banques centrales Exactement. qui fait que c'est un environnement moins favorable Oui. pour vous. Je trouve que les banques centrales, on l'a déjà dit ensemble plusieurs fois, elles ont un peu cassé cette notion de risque finalement, et le SVB en 2023 a remis une couche sur le sujet. Je rappelle que leur bilan est encore autour de 15 000 milliards si on cumule BCE et Fed, je pense que c'est l'ordre de grandeur, versus 2 000 milliards, 3 000 milliards peut-être avant leur quantitative easing. Donc on est encore avec des banques centrales extrêmement présentes. Néanmoins, il y a quand même des catalyseurs de volatilité qui se dessinent, et la proba de cette volatilité augmente pas à pas, et en tout cas j'en suis convaincu, même si encore une fois l'acteur principal ou les acteurs principaux vont rester les banques centrales. Bon, on l'a vu, mais intéressant. Le VIX, par exemple, après l'épisode du 5 août, a fortement rebaissé, mais il n'est pas revenu à 10. Alors, temporairement, pas revenu à 10. Vous savez que le VIX est une volatilité, un indice de volatilité future, et la volatilité réalisée est tombée en dessous de 10 sur la deuxième quinzaine du mois d'août, par exemple. Donc là, on est sur des marchés, alors pas aussi morts qu'en 2017, là où vraiment c'était vraiment très impressionnant, mais quand même extrêmement calme. Et donc, on est très content de multiplier les stratégies pour continuer à présenter quand même des rentabilités sur fonds propres supérieures à 10%, comme depuis 59 semestres consécutifs. Attends, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. J'ai refait le calcul dans ma tête, pour ça c'est pas compliqué de diviser par 2. Ça fait presque 30 ans, voilà. Donc ça fait partie des fiertés de nos équipes et de nos dirigeants, donc moi y compris. Je suis vraiment fier de ce contrat moral avec nos actionnaires, de ce ROE, de cette rentabilité sur fonds propres supérieure à 10%. Merci beaucoup Dominique. Dominique Seolin qui vient nous voir régulièrement pour évoquer ces environnements de marché dans lesquels ABC Arbitrage opère. Le PDG d'ABC Arbitrage est avec nous, l'invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.